Vous allez avoir un petit message disant que le webinaire est enregistré. En effet, on le mettra sur le site de l'ANIA en replay. Mais vous avez bien fait de venir parce que si vous avez des questions, vous pourrez les poser en live. Euh, du coup, bienvenue à tous. Je suis Françoise Gorga. Je suis directrice innovation à l'ANIA. Et on a décidé de vous proposer ce webinaire sur le dispositif CIFRE aujourd'hui parce que il y a un vrai intérêt pour les entreprises agroalimentaires qui font de la R&D d'accueillir un doctorant dans ce cadre-là. Un intérêt financier évidemment, mais ça, on va vous l'expliquer maintenant. Mais surtout un intérêt enfin, pour mener à bien des projets d'envergure et enfin, dans le cadre enfin, du travail des entreprises. On remercie aujourd'hui du coup nos trois intervenants. Le nombre de participants ne leur rend pas hommage, mais donc Valérie Sibyl de la NRT et surtout nos deux témoins, donc Florence Hugon pour la boulangère et Pierre Lacotte pour Soredab, qui viennent témoigner en fait de leur expérience du CIFRE et c'est toujours intéressant de savoir ce que ça a apporté aux entreprises de façon très concrète. On n'est pas nombreux, du coup, en général, je vous demande de poser vos questions dans le chat et c'est moi qui les adresse aux intervenants, mais là, on est vraiment en mode luxe, donc n'hésitez pas à adresser vos questions au fur et à mesure, du coup, si vous en avez, aux intervenants qui se feront un plaisir de vous répondre. On n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas être plus long que ça. Donc, c'est enregistré, il y aura un replay. Vous pouvez poser vos questions en direct en activant vos micros. Et je laisse la parole tout de suite à Valérie Sibyl qui va se présenter. Elle travaille pour la NRT et elle va nous expliquer en détail ce qu'est le dispositif CIFRE. Merci Valérie. Merci Françoise. Donc je vais partager mon écran. Voilà, théoriquement, vous devez le voir. C'est parfait. C'est parfait, c'est bon. Donc merci à toutes et à tous d'être là et je remercie tout particulièrement l'ANIA d'avoir accepté d'organiser ce webinaire donc dédié au CIFRE. Donc, je suis Valérie Sibyl, je travaille à la NRT dans le service CIFRE et je suis chargée de la promotion et du développement de ce dispositif. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la NRT, c'est une association qui date des années 50 en fait et qui a pour vocation de rapprocher les acteurs publics et privés de la recherche. Et dans les années 80, le ministère en charge de la recherche lui a confié la mise en œuvre du dispositif CIFRE, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc ce dispositif, donc déjà CIFRE, c'est un acronyme qui signifie Convention industrielle de formation par la recherche. En d'autres termes, cela va permettre à un doctorant de mener des travaux de recherche et d'être formé à la recherche en étant doublement encadré, à la fois par un institut académique, un laboratoire de recherche, mais aussi au sein d'une entreprise au sens large qui va en fait le recruter. Il va être salarié de cette entreprise pendant au moins tout le temps de son travail de thèse. Le dispositif, il a été mis en place en fait pour favoriser les synergies entre le secteur public et privé de la recherche. Son objectif est de favoriser l'insertion professionnelle des docteurs tout en encourageant la collaboration avec les laboratoires de recherche académique et aussi le tissu socio-économique. L'idée du gouvernement était et est toujours de contribuer au processus d'innovation de notre pays pour en accroître la compétitivité. Et ce dispositif est entièrement financé par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Donc le dispositif, c'est un vieux dispositif qui a survécu à tous les gouvernements. Il existe depuis plus de 40 ans et il a connu un essor régulier depuis sa création en 1981. En 2021, on a accepté 1677 dossiers, ce qui représente un volume de thèses en cours d'environ 5000 si on compte les premières, deuxième et troisième années.
Ce dispositif, il permet en fait à un employeur de recruter un doctorant pour mener des travaux de recherche en collaboration avec un ou plusieurs laboratoires de recherche, et il permet en fait à l'employeur de bénéficier d'une aide financière qui se présente sous forme d'une subvention qui est de 14 000 € par an, ce qui représente une aide globale de 42 000 € sur les 3 ans de la durée de la CIFRE, versée directement à l'employeur. Le taux d'acceptation des projets est relativement important puisqu'il est en moyenne de 80% là, sur les 5 dernières années, et en 2021, il était plutôt aux alentours de 85%. Les dépôts de dossiers de candidature peuvent se faire à tout moment de l'année. Ils s'adressent à tous les secteurs d'activité, à toutes les disciplines scientifiques et concernent toutes les régions de France. Donc ici, je vous présente en fait, le principe de fonctionnement du dispositif. Donc déjà, la CIFRE, alors j'ai le stylet, oui, voilà. La CIFRE, c'est un document, en fait, une convention qui est signée entre l'ANRT, qui agit pour le compte du ministère, et un employeur, une entreprise. Donc, c'est un document qui formalise le fait que l'employeur va toucher une subvention de l'État et qui contractualise en fait les modalités de fonctionnement de la CIFRE entre les deux entités. L'employeur, il peut être de nature très diverse. Ça peut être une entreprise, mais ça peut être une association, des collectivités territoriales. Et même si le document il est signé entre l'ANRT et l'employeur, l'entreprise, il implique d'autres partenaires. C'est ce que vous voyez sur ce triptyque. Donc déjà le doctorant et le ou les laboratoires de recherche académique. Et ces partenaires sont liés les uns aux autres. C'est ce qui est symbolisé ici par les flèches. Donc déjà, l'employeur va recruter en CDD ou en CDI le doctorant, donc à temps plein. Le doctorant va être dédié à 100% à son projet de recherche, et il est lié à l'employeur par un contrat de travail avec un salaire minimum de 23 484 € bruts par an. Le doctorant bénéficie d'un double encadrement, à la fois chez l'employeur où un responsable scientifique est nommé et qui va accompagner le doctorant pendant tous ses travaux de recherche au sein de l'entreprise. Et il est aussi encadré par un directeur de thèse qui travaille au sein du laboratoire de recherche académique principal. Et ce directeur de thèse doit être titulaire de l'habilitation à diriger les recherches. Le doctorant va s'inscrire à l'école doctorale à laquelle est rattaché le laboratoire, et il doit renouveler son inscription pour que l'employeur puisse continuer à toucher la subvention. Ensuite, alors attendez, je suis un peu gênée parce que voilà. Au laboratoire de recherche principale peut être associé d'autres laboratoires. Dans certains cas, on a besoin d'avoir des disciplines complémentaires ou une expertise complémentaire. Et si le laboratoire l'autre laboratoire est français, on parlera de co-encadrement. Et on peut aussi s'associer avec un laboratoire étranger. Dans ce cas-là, ça se fera dans le cadre d'une co-tutelle internationale. Le dernier lien qui existe, c'est celui entre l'entreprise et le laboratoire de recherche académique. Donc, c'est ces deux entités qui signent le contrat de collaboration. Donc, c'est un document important puisqu'il va formaliser les conditions de partenariat entre les deux structures, et ils vont être abordés dans ce document des questions telles que la propriété intellectuelle, la confidentialité, la répartition du temps de travail du doctorant au sein des différentes entités impliquées. Et aussi, le laboratoire peut demander une contribution à l'employeur, une contribution financière pour l'accueil du doctorant et pour la réalisation du projet. Voilà comment ça se dessine. Ensuite, la NRT, qu'est-ce qu'elle fait en fait dans ce triptyque? Elle joue en quelque sorte le rôle de chef d'orchestre. Elle va réceptionner les dossiers de candidature, elle va opérer l'instruction des dossiers et gérer leur expertise pour ensuite les présenter à un comité qui va décider de l'attribution ou non de la CIFRE. Et ensuite, lorsque le dossier est accepté, l'ANRT va s'occuper des formalités administratives pour pouvoir signer la convention, et elle va s'occuper ensuite de verser à l'employeur la subvention qui est de 14 000 € par an.
Quelque chose aussi d'important qu'il faut noter pour vous, employeurs, c'est que si vous êtes éligible au crédit impôt recherche, le dispositif CIF est complètement compatible avec ce crédit impôt recherche. Donc, vous allez pouvoir déduire un certain nombre de coûts liés au projet de recherche qui ne seraient pas couverts par la subvention de votre assiette imposable. Avez-vous des questions sur le fonctionnement ? Je ne les vois pas. Ça me Donc paraissait très clair. Non, il n'y a pas de C'est clair? questions dans le chat. Ok. Mais vous pouvez de toute Donc, façon les adresser à l'oral. ouais. Hein. Je dis ça aussi pour Fabienne qui vient de se Voilà. connecter. N'hésitez pas Je à vois pas ouvrir les vos micros commentaires, et c'est poser pour vos ça. questions. Oui, une question, s'il vous plaît. Oui. Quand vous dites l'employeur, quand il s'agit d'une start-up, est-ce qu'il faut qu'il y ait déjà des statuts? Est-ce que c'est quand on est dans un incubateur de start-up? À partir de quel moment on peut postuler? Il faut effectivement qu'il y ait des statuts, que vous ayez le statut d'entreprise déjà. Et ensuite, il faut qu'il y ait un peu plus d'une personne. Parce que, alors non, on va pas le voir en détail par la suite, mais en fait, dans l'expertise des dossiers, on regarde, enfin les experts vont regarder, bon, on verra tout à l'heure, la capacité à subvenir au projet de l'employeur, donc capacité financière, mais aussi en termes d'encadrement pour le doctorant. Donc s'il n'y a qu'une seule personne, vous risquez d'avoir un avis un peu défavorable de la part des experts parce qu'on considère que la personne qui dirige ou qui est fondateur de la start-up, par exemple, ne pourra pas à la fois gérer l'entreprise et en même temps accompagner le doctorant. Donc, il faut au moins une deuxième personne. C'est ce qu'on recommande. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui. J'ai aussi une question. Quand vous dites que certains coûts sont déductibles du crédit impôt recherche, j'imagine qu'il s'agit plutôt des coûts de consommables, je dirais des coûts liés au fonctionnement du doctorant, pas le salaire. Alors si, parce que alors je vais pas vous répondre en détail parce que nous, on n'est pas spécialiste du crédit impôt recherche, c'est la DRARI en fait de votre région qui pourrait plus vous informer sur ce point-là. Par contre, donc les 14 000 euros sont censés couvrir une partie du salaire du doctorant, je ne sais pas si je l'ai dit, qui était à un minimum de 23 484 euros brut par an et la subvention, elle est de 14 000 euros. Donc il y a quand même une partie du salaire qui n'est pas pris en charge par la subvention. Donc ça, je pense que vous pouvez le déduire. Et puis ensuite, voilà, vous pouvez déduire ça, alors à confirmer par la DRARI parce que en plus le crédit impôt recherche a un peu évolué ces derniers temps. Et ensuite, vous avez aussi d'autres coûts de fonctionnement qui peuvent être aussi déduits. Et ensuite, si le laboratoire vous demande de participer dans le cadre du contrat de collaboration financièrement au projet, il y a aussi alors c'est pas forcément le crédit impôt recherche, tout dépend après de votre taille d'entreprise, mais il peut y avoir aussi le crédit impôt de collaboration. Vous pouvez aussi déduire un certain nombre de coûts, par exemple le coût demandé par le laboratoire. Très bien, merci. Voilà. Moi, j'ai une question sur le taux de succès des... je suis désolée. Oui. Mais est-ce que vous rejetez beaucoup de dossiers chaque année? Alors, le taux de succès, il est de 80% en moyenne. Donc, ça veut dire qu'on a, on a des refus de l'ordre de 20%. Bon, l'année dernière, on était plutôt de 85%. Voilà, donc c'est un taux d'acceptation, on va dire, assez élevé par rapport à d'autres dispositifs. Hein. Après, le temps que le dossier est bon et qu'il rentre dans la philosophie du dispositif CIF, vous avez vraiment beaucoup de chances pour qu'il soit accepté. Il n'y a pas de quota en fait. En fait, on a un budget, on a un budget annuel, là c'est ce que vous voyez sur l'écran, on a un budget annuel qui est alloué par l'État. Mais si le dossier est bon, par exemple, on va l'accepter, mais si on n'a plus les budgets, on va repousser la date de démarrage de la thèse au moment où on va avoir les budgets. Et en général, quand vous refusez, c'est pour quelle raison? Oh, bah alors, les raisons peuvent être multiples. Alors là, je vais y répondre, mais comme on n'a pas vu la suite, en fait, il y a déjà, l'employeur peut être considéré comme fragile, par exemple, hein, parce qu'il y a une expertise socio-économique et aussi une expertise scientifique en parallèle qui sont menées. Donc, ça peut être l'employeur qui est considéré qui n'a pas les capacités, en fait, peut-être financières, mais aussi en termes d'encadrement, hein, ça peut être une cause de refus.
On peut aussi considérer que les experts peuvent voir qu'il n'y a pas forcément de lien entre le projet en fait qu'il a, le projet de l'entreprise, du test par rapport aux activités de l'entreprise ou par rapport qu'est-ce que ça va lui apporter. Donc ça peut être aussi un bémol qui peut être émis par les experts. Et puis après, il y a aussi la qualité scientifique du dossier qui est évaluée et on regarde l'adéquation aussi entre les activités en fait de l'entreprise, les activités du laboratoire, le profil du doctorant par rapport au projet. Donc, on peut aussi juger que le candidat n'a pas forcément le parcours, on va dire, justifié pour aller dans ce projet de recherche. Voilà, les causes sont vraiment multiples. On a eu aussi des cas où on considérait que les experts considéraient que le projet ne faisait pas suffisamment avancer les connaissances scientifiques, par exemple parce que la bibliographie n'était pas suffisamment à jour et qu'entre-temps, il y avait eu d'autres résultats qui ne justifiaient pas forcément qui n'allaient pas forcément aller vers la production de connaissances scientifiques. J'ai répondu à votre question. Voilà, les causes de refus peuvent être vraiment multiples. Oui, merci. On a une grille d'évaluation en fait qu'on fournit aux experts. Et après, ça peut être des combinaisons en fait de bémols ou des réserves de la part des experts. Et à partir de là, on statue si le dossier est accepté ou pas. OK. C'est bon? D'autres questions ou je continue? Je continue. Ça a l'air OK, ouais. Alors, j'y vais. Donc là, vous avez l'évolution du dispositif CIFRE sur les 20 dernières années. Donc, évolution en termes de dossiers reçus. Donc, ça, c'est les histogrammes en gris. Évolution en termes de dossiers acceptés, donc CIFRE alloués, donc ça, en jaune. Et puis, les objectifs, c'est-à-dire le nombre de CIFRE que le gouvernement nous met au budget chaque année. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on a une courbe relativement ascendante depuis 20 ans, avec quelques accidents. Pour certaines années, ce fut le cas en 2013-2014, où en fait on a eu une répercussion en fait de la crise économique de 2008-2009, et puis évidemment en 2020, où on a eu une petite chute de nombre de dossiers déposés, mais on s'attendait vraiment à quelque chose de plus catastrophique. Et vous voyez qu'en 2021, on reprend la dynamique de 2018 en termes de dépôt de dossiers. Et on est proche de l'année 2019, qui était quand même une année record en termes de dépôt de dossier. Ensuite, vous pouvez voir également que à partir de... Alors, j'enlève, j'ai ma fenêtre qui me gêne. À partir de 2017, on a en quelque sorte les histogrammes jaunes qui sont très très proches de l'objectif. Donc là, on assiste à une saturation du dispositif. Et pour désengorger le dispositif, la loi de programmation à la recherche a voté en fait d'augmenter le nombre de CIFRE de 50% d'ici 2027, on devrait atteindre en fait un nombre de CIFRE acceptés en 2027 de 2150. Et on était plutôt de l'ordre de 1550 en 2020. Et donc, ça fera une centaine de CIFRE en plus chaque année en termes de budget. Voilà pour le commentaire de cette diapositive. Je vais à la suivante. Donc, si le dispositif connaît cet essor, c'est que chacun des partenaires y trouve un intérêt. Donc, c'est vraiment un dispositif gagnant-gagnant. Je ne vais pas, compte tenu du temps que l'on a, je ne vais pas aller sur les intérêts pour les laboratoires et pour les doctorants. J'ai focalisé en fait les intérêts qu'on peut en fait avoir comme retour de la part des structures d'embauche. Donc, ces structures d'embauche, outre le fait qu'elles vont bénéficier d'une subvention, une aide de l'État, ce qui remonte, c'est qu'elles vont pouvoir bénéficier de l'expertise scientifique d'un laboratoire pour défricher de nouvelles problématiques, pour lever des verrous technologiques ou bien même pour en fait intégrer
modifier les organisations, évoluer dans leur organisation et intégrer de nouvelles compétences. Le doctorant va jouer le rôle de passerelle en fait entre le ou les laboratoires et l'entreprise, ce qui va en fait faciliter l'internalisation et l'intégration de la nouvelle expertise au sein de l'entreprise. Et aussi, l'entreprise va pouvoir mettre en situation pendant 3 ans le doctorant, et il va pouvoir aussi le former en fait à son organisation. Donc, il n'est pas rare, hein, c'est dans 1/3 des cas, que l'entreprise recrute le doctorant à la fin de sa thèse. Ensuite, le fait que le doctorant soit dédié à 100% à son projet de recherche et le fait aussi qu'il soit doublement encadré, ce qui est quand même une opportunité assez rare en fait pour une entreprise de pouvoir dédier une seule ressource à un projet. Hein. Dans le quotidien, souvent, on a plusieurs projets à mener de front. Donc, ça va en quelque sorte sécuriser l'avancée du projet et garantir son avancement. Vous avez ici quelques résultats, en fait, alors vraiment quelques résultats juste pour étayer mon propos. On mène tous les ans, en fait, des enquêtes où on interroge de manière croisée à la fois les directeurs de thèse, les responsables scientifiques en entreprise et les doctorants. Et on leur demande, en fait, leur ressenti sur le dispositif CIFRE. Donc, on a des résultats assez stables d'une année sur l'autre. Et là, vous avez les résultats de la dernière enquête qui portent sur des CIFRE qui se sont terminés en 2020. Et on avait à peu près un peu plus de 1000 réponses en fait pour cette enquête-là. Donc, là, je vous ai juste mis une seule question, on leur a posé la question globalement, êtes-vous satisfait du dispositif? Donc, vous pouvez voir qu'il y a très peu de rouge, que ce soit au niveau étudiant, laboratoire ou entreprise. Donc, globalement, les bénéficiaires du dispositif CIFRE sont très satisfaits du dispositif. Et si on se concentre sur les entreprises, les réponses qu'on a en ce qui concerne les employeurs, ils sont à 97% satisfaits du dispositif, et dans les arguments qu'ils avancent, c'est qu'ils y trouvent en fait un appui scientifique de la part du laboratoire, et ils considèrent que les travaux qui en ressortent sont fructueux et ils ont des retombées diverses. Il faut aussi noter, ça c'est intéressant, alors là ça ne répond pas à la question, mais c'est juste pour vous dire que même si le dispositif il a aujourd'hui plus de 40 ans, en 2020, on avait encore 25% des employeurs où le dispositif CIFRE constituait la première collaboration avec un laboratoire de recherche publique. Et ces employeurs, 9 sur 10, plus de 9 sur 10 sont prêts à renouveler l'expérience CIFRE, ce qui montre bien qu'ils ont apprécié ce dispositif. Je vais passer maintenant à quelques chiffres. Alors, je ne vous en ai pas mis beaucoup, hein, qui pourraient peut-être vous intéresser en tant qu'employeur. Déjà, le dispositif CIFRE, alors c'est des chiffres issus de nos chiffres de 2021, mais on a très peu de variations d'une année sur l'autre. Donc, en ce qui concerne les disciplines scientifiques qui sont couvertes par le dispositif, vous voyez en fait qu'on retrouve toutes les disciplines scientifiques. Il n'y a pas de quota non plus en termes de disciplines scientifiques. Hein. Les dossiers sont expertisés, quelle que soit la discipline. Donc, vient en premier les disciplines des sciences de l'homme et de la société, les SHS, hein, ce qui font en fait partie, qui arrivent en tête avec 29% des chiffres acceptés. Ensuite vient les sciences des technologies de l'information et de la communication, hein, les STIC, et les sciences pour l'ingénieur. Et là, vous pouvez voir également que le domaine de l'agronomie agroalimentaire représente un petit pourcentage qui est de 5%. Donc là, on parle uniquement en termes de discipline, hein, des travaux de recherche. Parmi les employeurs, donc là, vous avez un historique depuis l'année 2013. Donc, parmi ces employeurs, on retrouve des grands groupes qui se sont historiquement appropriés le dispositif et qui ont été longtemps majoritaires. Mais depuis quelques années, ils sont talonnés par les PME, et même depuis les 2 dernières années, les PME sont devenues, on va dire, les premières
à se lancer dans les CIFRE et elles représentent 40% des CIFRE acceptés en 2020 et en 2021. Et si on va un petit peu plus loin dans les PME, 40% d'entre elles sont des très petites entreprises qui comptent moins de 10 salariés. Donc voilà, il ne faut pas croire que le dispositif CIFRE, il est uniquement réservé aux grands groupes. Non, les PME sont très présentes et vous voyez même que les très petites entreprises l'utilisent, ce dispositif. Après, je suis pas sûre que ce soit des entreprises du secteur agroalimentaire. Est-ce que tu as l'information, Valérie? Oui, alors voilà, on y vient. On y vient, on va y aller progressivement. Donc, en termes de secteur d'activité, là aussi, on couvre tous les secteurs d'activité. Donc, en premier, on retrouve des services R&D, ingénierie et puis des services tertiaires. On a un trio de tête qui est toujours là d'une année sur l'autre et puis l'électronique, communication, informatique. Et l'agroalimentaire ne représente pas beaucoup, il représente uniquement 1,4%. Donc ça, c'est des chiffres de 2021. On va aller un petit peu plus loin tout à l'heure. 1,4% des CIFRE acceptés en 2021. Et donc, si on regarde d'un peu plus près l'industrie agroalimentaire, donc je vous ai fait un petit graphe, j'ai repris un peu des données qu'on avait. Donc, je vous ai mis en histogramme bleu le nombre de CIFRE portés en industrie agroalimentaire. Donc, vous voyez, je ne sais pas si on peut parler d'un pic, les chiffres ne sont pas très forts. On atteint en fait un pic en 2016 et c'était 54 uniquement dossiers en industrie agroalimentaire acceptés. Et puis, en orange, vous voyez le pourcentage en fait que ça représente par rapport au nombre total de CIFRE acceptés. Donc, vous voyez, même si on a ici un pic en 2016, ça représente uniquement 3,9% des CIFRE acceptés par rapport au niveau national. Et vous voyez, on assiste depuis 2017 à une érosion, et puis alors 2021, 1,4% seulement. Donc, vous voyez, il y a quand même une marge de progrès. Et c'est aussi pour ça qu'avec l'ANIA, on a décidé de vous présenter le dispositif parce que peut-être il est assez méconnu en industrie agroalimentaire. Donc, même s'il y a très peu de sujets, en industrie agroalimentaire, ce n'est pas les sujets par contre qui manquent. Et j'ai été voir dans la base là pour vous montrer, pour vous donner des exemples de sujets en fait qui ont été portés par des entreprises de l'agroalimentaire. Donc, je ne vous demande pas de tout lire. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a vraiment une grosse variété de sujets. Donc, ça va toucher les sciences des aliments. Et toutes les sciences des aliments, que ce soit l'organoleptique, la nutrition, la texture, la microbiologie, la biochimie. Ça va toucher le génie des procédés, de la mise au point de nouvelles méthodes pour tester les aliments. Il y a aussi tout un volet sur l'hygiène des ateliers. Et notamment, une des dernières, là je peux facilement parler parce qu'elle a reçu un prix de thèse l'année dernière. C'est une thèse qui a été portée sur le microbiote de l'environnement de l'usine agroalimentaire qui a été fait dans le saumon fumé. Donc ça a apporté vraiment des travaux extrêmement intéressants. Et aussi, il y a des sujets, donc je ne vous ai pas tout mis et je ne vous ai pas mis les plus récents pour des soucis de confidentialité non plus, sauf celui-là. Et aussi des sujets qui portent sur l'environnement et le développement durable. Vous voyez, par exemple, ce sujet-là date de 2009, par exemple. J'ai pris quelque chose de vieux, mais on parlait déjà d'analyse de cycle de vie. Il y a aussi des sujets qui sont, on va dire, sur des choses peut-être qui peuvent paraître plus annexes par rapport aux industries agroalimentaires, notamment l'étude du comportement, qui peuvent alimenter des études marketing. Il y a des sujets qui vont toucher plus l'organisation des entreprises, les sciences de gestion par exemple, mais aussi le juridique. Et puis, ça peut être des sujets qui portent sur l'informatique, par exemple. Ici, vous avez des sujets qui vont permettre, où il y avait un besoin en fait en gestion de production.
Donc, tout cela pour vous montrer qu'en fait, les sujets ne vont pas forcément porter uniquement sur l'aliment et sur la fabrication de l'aliment, mais ils peuvent porter aussi sur des sujets d'organisation de l'entreprise, sur son fonctionnement de manière à l'améliorer et à progresser. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir aussi que le dispositif CIF couvre tous les sujets, toutes les disciplines, donc pas uniquement les sciences des aliments ou les sciences alimentaires, je ne sais pas comment on l'appelle, mais vous avez aussi pas mal de sciences humaines et sociales également, et puis de l'informatique, des sciences plus dures. Je vais passer… alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Pour faire une petite pause. Non? Emmanuel, tu avais des commentaires, je crois. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Oui, merci Françoise et bonjour à tous. J'ai loupé un peu… Pardon? Ah, j'ai un faux, en fait, un peu terrible. J'ai loupé le début, mais du coup, je sais que c'est enregistré. Et je regarderai le début dès que j'ai un petit moment. J'ai mis dans le chat, je travaille au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et je disais, j'aimerais bien, même si je sais que là, on est dans un webinaire, Ania, que ça vaudrait le coup d'avoir aussi des chiffres sur agriculture, forêt, bois, et notamment aussi les approches territoriales. Je sais que des parcs naturels régionaux ont conduit des chiffres à l'époque où j'y ai travaillé. Ça peut vraiment être tout à fait être considéré comme des entreprises. C'est souvent des syndicats mixtes, hein, les parcs. Donc, moi, je serais très preneuse, Madame Sybille. Je ne sais pas si Clarisse Angelier est toujours à NRT. Oui, voilà, c'est elle que je connaissais. Et du coup, moi, je serais très preneuse, hein, de ces infos-là. À l'heure aussi où on va expérimenter un dispositif qui s'appelle les COFRA, qui s'inspire des chiffres pour faire de la recherche dans les administrations. Et Dieu sait aussi que, en matière de politique publique, je trouve extrêmement intéressant qu'on puisse être un peu réflexif sur des enjeux de ce type-là dans le cadre de l'action publique au bénéfice aussi évidemment des entreprises, puisque j'aurais dû commencer par ça. Moi, je travaille à la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère de l'Agriculture, entreprises étant à prendre au sens très large du terme, de l'amont agricole à l'aval agroalimentaire. Les agriculteurs sont aussi des entrepreneurs. Des structures coopératives qui mutualisent, comme les CIVAM, sont aussi susceptibles de conduire des chiffres. Donc, voilà, je serais très preneuse d'avoir des chiffres consolidés aussi sur l'ensemble du champ d'intervention du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci. Alors, pas de souci. Donc, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. On reprend contact. Alors, je suis désolée, mais je n'ai qu'un écran, donc je ne vois pas votre nom. Non, mais en plus, oui. Alors, d'un, je n'ai pas activé ma caméra. Et de deux, Françoise, je pense, se fera un plaisir de faire l'intermédiation entre nous deux. Okay, très bien. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je suis vraiment pour. Alors, bon, j'ai une sensibilité agroalimentaire parce que j'en sors, j'ai pas dit mon parcours précédent, mais en fait, j'ai un diplôme agroalimentaire en ingénieur. Après, moi, je suis aussi thésard CIFRE, hein, et ensuite, après, j'ai toujours mené, en fait, ma vie professionnelle. J'ai 20 ans d'expérience en entreprise qui touchait en fait le secteur agroalimentaire. Et donc, quand j'ai vu ces chiffres en agroalimentaire, je me suis dit c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment, je pense que le dispositif CIFRE est vraiment peut-être adapté à des sujets en agroalimentaire. Voilà. Et oui, et puis ce que vous disiez sur le fait que les PME, pas seulement les industries, mais les PME, voire les petites, se saisissent de ça. L'agroalimentaire est vraiment à je ne sais plus quel chiffre, Françoise, hein, plus de 90% des entreprises PME et TPE. Donc, il faut vraiment effectivement le faire mieux connaître, même si le dispositif est ancien. Et puis, vraiment, ce qui est extrêmement aussi important, c'est d'avoir de la continuité dans les dispositifs. Hein. Je pense au Carnot, mais les chiffres, c'est important d'être installé dans le paysage et que tout soit pas chamboulé tous les 4 matins. C'est hyper important ça. Et du coup, on peut vraiment
venir en appui à la visibilité meilleure qualitativement et quantitativement du dispositif. Oui, puis peut-être qu'aussi, alors ça alors je sais pas, on va peut-être un peu trop loin, je sais pas si on a le temps, François, je vois pas non plus l'heure, donc comme ça c'est tranquille, mais en fait je Faut qu'on pense que accélère, ouais, il est 11h40. oui, peut-être le fait d'accueillir un doctorant peut aussi faire peur en agroalimentaire, pour l'avoir vécu, hein, je pense qu'il faut aussi dédramatiser et dire que voilà, ça peut être quelqu'un qui peut vraiment enrichir une structure. Et ça n'est pas forcément une image qu'on peut se faire de la personne, ou voilà, parce que c'est pas parce que c'est un bac+8 qu'il va aller dans vers des choses qui sont moins pragmatiques en fait, hein. Au contraire, ça peut donner une vision un peu plus globale. Bon, ça c'est un avis personnel. Je vais continuer si vous le permettez. C'est bon? Oui? Allez-y, Valérie. Oui. Pardon. Alors, je vais vite. Alors là, voilà, c'est juste pour vous présenter, pour que vous ayez une vue générale sur la procédure à suivre, sur la démarche à suivre pour candidater. Donc, j'ai fait quelques diapositives, mais qui sont générales. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez des informations, il sera toujours temps de me les demander. Donc déjà, pour pouvoir candidater, il faut avoir identifié l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire le candidat doctorant, l'entreprise et le ou les laboratoires. Et il faut aussi vérifier leur éligibilité. Donc quand vous êtes entreprise, il n'y a pas de souci. Mais ces conditions d'éligibilité, en fait, elles sont en fait, on peut les consulter. En fait, les critères d'éligibilité sont consultables sur notre site sur un document qui s'appelle Conditions générales d'octroi et d'éligibilité. Ensuite, il faut préparer le dossier de candidature et l'expérience montre que la clé du succès repose en fait dans la co-construction du projet avec l'ensemble des partenaires. On est dans de la recherche partenariale, donc il faut vraiment que chacune des parties prenantes se sent impliquée et y trouve un intérêt. Et puis aussi, il faut anticiper les étapes suivantes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple, vous pouvez déposer le dossier à tout moment de l'année, mais par exemple, l'inscription aux écoles doctorales n'a pas toujours les mêmes modalités, donc bien se renseigner. Il faut tenir compte aussi des délais d'instruction, hein, qui sont à ce jour environ de 4 mois entre le moment où vous déposez le dossier et le moment où vous avez une réponse de la part du comité. Il faut aussi, même si ce n'est pas demandé au moment du dépôt de dossier, commencer à travailler et à échanger sur les modalités du contrat de collaboration, parce que c'est un document important. Voilà. Ensuite, une fois qu'on va dire que la mayonnaise est bien prise, le dossier de candidature peut être déposé en ligne sur notre site. Et une fois qu'il est télétransmis, vous n'avez plus la main en fait sur ce dossier, hein. Il est pris en charge par les équipes de la NRT qui vont réaliser d'abord un examen préliminaire, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier que le dossier est bien complet, que les pièces sont conformes et que les partenaires sont bien éligibles. Et à partir de là, elles vont confier le dossier à des experts. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va réaliser une double expertise. Donc, ce sont des experts indépendants. Donc, l'aspect socio-économique est traité par la DRARI de la région de l'employeur. La DRARI, c'est une délégation régionale du ministère de la Recherche. Donc, qui va évaluer en fait la capacité de l'employeur à subvenir au projet, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, sa capacité financière, mais aussi sa capacité à encadrer en fait le doctorant en termes de ressources. Et puis, en parallèle, il y aura une expertise scientifique, donc ça, on en a parlé tout à l'heure, qui sera réalisée par un chercheur académique, donc indépendant, qui évidemment travaille sur un thème proche du sujet de recherche. Les experts vont nous rendre une notation avec des commentaires et on va alors présenter le dossier à un comité d'évaluation et de suivi, hein, qui est composé des membres de la NRT et des membres du ministère et qui vont décider de l'attribution ou non de la CIFRE. Donc, la décision du comité, elle est notifiée à l'employeur. Dans la majorité des cas, dans 80% des cas, comme je vous l'ai dit, le dossier est accepté et il va alors basculer à l'étape qu'on appelle chez nous validation. On va demander en fait un certain nombre de pièces complémentaires pour pouvoir signer la CIFRE avec l'employeur. Et en cas de refus,
il est possible de redéposer une fois en tenant compte des remarques qui auront été faites par les experts. Donc très vite, je terminerai ensuite par le déroulement de la CIFRE pour les employeurs. Donc la CIFRE démarre, la thèse démarre à une date d'effet que l'ANRT propose une fois, propose au moment où on envoie la notification en fait d'acceptation du dossier. Et puis il va falloir, on laisse un délai de 1 ou 2 mois en fait pour collecter les pièces en fait complémentaires. Donc, on tient compte dans la date d'effet de ce délai administratif. Donc, la date d'effet démarre et dans les 6 mois qui suivent le démarrage de la thèse, on va demander à nous retourner le contrat de collaboration. Ensuite, la subvention, elle est répartie, le versement de la subvention est réparti dans l'année à trimestre échu sous présentation d'une facture de la part de l'employeur. Donc, si le trimestre est complet, on fait un versement de 3 500 € à l'employeur, donc à chaque trimestre, ce qui correspond à 14 000 € divisé par 4 trimestres. Voilà. Aux dates anniversaires de la CIFRE, on demande un certain nombre de pièces, un rapport d'activité qui doit être signé par les 3 bénéficiaires en fait de la CIFRE, le doctorant, le directeur de thèse et aussi le responsable scientifique en entreprise. Et on demande également le renouvellement de l'inscription pour pouvoir continuer à verser la subvention à l'employeur. On procède ensuite à la clôture et au versement du solde une fois qu'on a reçu le questionnaire d'évaluation finale qui est envoyé 1 mois avant la fin de la CIFRE. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je ne sais pas si on a le temps pour les questions ou si on passe directement au témoignage. Je vais laisser Françoise manœuvrer pour ça. Je vais arrêter de télécharger mon... Je parle les micros fermés, ce qui est moins utile, forcément. Du coup, Et moi, on va enchaîner parce qu'il ne nous reste qu'un quart d'heure. Mais oui. Oui. on donne la parole à Florence, peut-être Florence Hugon. Je vous laisse vous présenter et expliquer comment le CIFRE a été utilisé au sein de votre entreprise La Boulangère. Oui, bonjour. Donc, je suis Florence Hugon, je suis la directrice recherche et développement de La Boulangère &Co et nous accueillons un premier doctorant. On est dans la 2e année sur un sujet d'outils d'aide à la décision. Hein. C'est un sujet qui est plutôt tourné vers la production. La durée de maturation du sujet était quand même plusieurs années. Hein. On était en discussion, en partenariat avec l'INRA de façon informelle. On avait ce sujet qui tournait et on travaille régulièrement, nous, avec des stagiaires ingénieurs sur des périodes de 6 mois. On s'est rendu compte en enchaînant ces périodes de stage qu'en fait, on tenait un sujet vraiment particulier où nous avions besoin de développer une veille scientifique plus appropriée et d'avoir une aide avec des experts plus externes, notamment sur des informations comme les statistiques et différents supports scientifiques. Et je connaissais la partie, le mécanisme de la thèse CIFRE parce que je l'avais vu en action, mais de par mon cursus, mais je n'avais pas eu l'occasion, moi, d'en encadrer, quoi. Donc, on va dire que le durée de maturation en interne, il a été quasiment de 2 ans, avec plusieurs stages successifs, quasiment 1 an de préparation entre le moment où on a présenté le sujet à la direction générale, les échanges avec le laboratoire de l'INRA et le fait de construire, en fait, de co-construire le projet. Puis la partie recrutement et l'arrivée de la doctorante a mis quasiment 1 an. On s'est posé aussi la question à un moment donné de faire intervenir un autre partenaire industriel, mais pour une première fois, on va dire, pour une première thèse CIFRE, on a préféré se lancer seul. En interne, en fait, on utilise différentes ressources. On fait appel à plusieurs personnes pour monter le dossier. On a été très bien accompagnés par nos ressources humaines groupe, hein, car
On a des éléments administratifs spécifiques pour la partie recrutement et pour le montage du dossier. Le recrutement est différent parce qu'on a eu aussi un représentant de l'école doctorale qui nous a suivis, ainsi que le laboratoire INRA pour toute la partie protocole. L'idée, c'était de choisir le candidat le plus adapté à notre problématique et qui soit effectivement légitime pour répondre le mieux à la construction du dossier. Pour la partie financière, il a fallu travailler aussi avec tout le service contrôle de gestion sur les éléments factuels et économiques. Et le contrat, les différents contrats à mener entre les partenaires, parce qu'on avait un contrat avec le laboratoire, on a rempli toute la convention, le dossier pour la NRT, on a le contrat de travail avec le doctorant. Donc, c'est plusieurs contrats à mener et à intégrer pour pouvoir bien monter le dossier, ce qui fait que l'aide de la NRT a vraiment été positive. Il nous a permis de passer le cap de cette première thèse CIFRE qui, effectivement, au départ, n'était pas forcément quelque chose d'évident, ni pour le service R&D, ni pour la boulangère. Donc, ça va être notre premier docteur, la boulangère & Co, ce qui est vraiment quelque chose de sympa et de constructif et d'enrichissant, quoi. Ça demande de l'organisation parce que le dossier, il faut le monter de façon précise. C'était un travail, alors je dis à 4 mains, mais plus à 6 mains parce qu'on a eu l'INRAE, la boulangère & Co et la doctorante qui ont participé à la rédaction. Il est vraiment important d'avoir un référent motivé dans chaque structure car le dossier doit être monté en tenant compte des différents timings avec précision et avec de la rigueur scientifique pour qu'il soit bien, pour qu'il soit accepté, qu'il corresponde à toutes les demandes de la NRT. Puis surtout, on prépare ainsi sa réussite sur 3 ans. Donc en interne, j'ai géré comme une gestion de projet dont j'étais la responsable pour être sûre que les plannings, les contrats et tout ça étaient bien rédigés. Et c'était un cas particulier parce qu'on a créé ce sujet de thèse, on l'a rédigé en pleine période Covid. Donc, on a réussi aussi à tenir les délais et à réaliser tous les entretiens d'embauche et à interagir entre les différentes structures à une période où ce n'était pas forcément évident. Et donc, toutes les structures ont joué le jeu. Donc là-dessus, sur la partie communication, échange, on a vu que c'était vraiment très positif. Et pour conclure sur la partie bénéfice, ce que cela nous rapporte, on a vraiment une capitalisation et partage des connaissances, c'est-à-dire là, on rentre dans notre 2e année. Et dès la première année, on a un ruissellement des connaissances de la doctorante et du laboratoire vers les services de l'entreprise, que ça soit aussi bien la recherche et le développement que les services production et responsables produits process. On a un sujet qui est fédérateur. Parce que la plupart des services y ont contribué et ils sont donc curieux des premiers résultats. Et on a accueilli une nouvelle personne dans notre service qui est intégrée à temps plein. Enfin, elle est à l'INRA, mais elle participe à toute la vie de l'entreprise, que ce soit les différentes assemblées générales, les réunions de service. Elle est complètement intégrée et on compte vraiment sur elle pour nous aider à acquérir une nouvelle expertise scientifique. On aura quelqu'un qui connaît et la partie science-recherche et la partie industrie, avec effectivement la possibilité de l'embaucher à la fin. Et d'une façon générale, on a des échanges avec le monde universitaire qui ouvrent vraiment des nouvelles perspectives pour d'autres sujets. Et j'espère que, vu la diversité des sujets, dans notre cas, on pourra effectivement travailler sur d'autres sujets innovants qui ne sont pas que des produits, effectivement, mais là, on est plutôt sur un outil. Voilà, les points de vigilance. Les points de vigilance sont effectivement, il ne faut pas prendre à la légère le montage du dossier et bien échanger avec les différentes parties et les différents interlocuteurs et tenir compte aussi des délais de traitement parce que quand on choisit le candidat, il peut s'écouler plusieurs mois entre le moment où on le choisit et le moment où la thèse peut démarrer. Donc, dans notre cas, à la boulangère & Co, nous avons réalisé un CDD pour pouvoir patienter le temps de la validation du dossier. Donc, on va dire que jusqu'ici, et pour la suite, pour nous, c'est vraiment une expérience positive et enrichissante. Sur le point des délais, Florence, merci pour votre témoignage et merci pour ces points d'alerte. Nous, à l'ANIA,
on a pris un docteur CIFRE. Enfin, on a pris un docteur dans le cadre d'une thèse CIFRE il y a quelques années. Et c'est pareil, l'expérience est très intéressante. On a acquis beaucoup de compétences sur. Du coup, c'était un économiste, hein, c'était sur des questions sur les chiffres du secteur. Mais je me souviens que la difficulté a été ce délai au départ. Peut-être qu'on va enchaîner tout de suite avec le témoignage de Pierre Lacotte pour Soredab et on vous adressera nos questions de façon groupée ensuite. Je vois que le temps file. Oui, oui, Pierre, allez. vu l'heure, effectivement, je vais être relativement concis, mais je partage effectivement les différents points, à la fois positifs et d'attention, qui ont été évoqués juste avant. Nous, chez Soredab, on a l'habitude d'avoir à peu près une thèse CIFRE régulièrement depuis plusieurs années, alors sur des sujets assez différents. Et effectivement, le point clé, en tout cas en termes d'avantages qu'on y trouve, c'est vraiment cette complémentarité entre l'entreprise et son activité et le savoir-faire et les connaissances et le savoir-faire académique du laboratoire. Et c'est vrai que finalement, comme un très bon mariage, en fait, si les partenaires se trouvent bien, ça peut vraiment être très bénéfique mutuellement pour les deux. D'une part, le laboratoire qui va pouvoir appliquer ses connaissances, ses méthodes, etc., à des problématiques appliquées dans l'activité de l'entreprise. Et à l'inverse, l'entreprise qui, elle, peut parfois être un peu limitante sur des approches un peu fondamentales, ou alors même ne serait-ce que sur des outils, ou sur des équipements, ou sur des connaissances, elle va pouvoir en fait en bénéficier dans le cadre de cette thèse CIFRE. Et puis évidemment pour le doctorant c'est encore mieux puisque c'est effectivement une façon de finalement réaliser sa thèse à l'interface entre deux univers, le labo d'une part et l'entreprise de l'autre. Donc c'est vrai que c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ça me paraît assez évident si l'expertise scientifique du laboratoire et les besoins de l'entreprise se complètent bien en fait. Après, sur les points d'attention et de vigilance, voilà, je ne vais pas m'étaler à nouveau, mais il est vrai que le processus administratif est forcément un peu plus lourd. Bon, on est 3 parties à se parler au lieu de 2, donc forcément ça complexifie un peu le sujet, et les délais sont un peu plus longs, mais une fois qu'on a intégré cette donnée-là, je pense que voilà, c'est un exercice qu'on mène comme n'importe quel projet qui a ses contraintes. Voilà. Donc on continue comme ça, nous. Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous avez des questions pour Pierre? Alors peut-être juste, je reprends le point, moi, sur la question de Choré qui était tout à fait au début. Effectivement, on a l'habitude, au-delà de la subvention, de faire passer dans notre assiette du crédit impôt recherche un certain nombre de coûts. En fait, la logique, évidemment, c'est de pas financer 2 fois la même dépense. Donc, le calcul de l'assiette du CIR permet de déduire les subventions qui ont déjà été reçues. Et donc, la part résiduelle est quand même éligible à un financement de type CIR, plus les coûts de fonctionnement ou la subvention versée au laboratoire. Nous, on a l'habitude de pratiquer comme ça. Ce qui fait que le coût réel net, finalement, est encore diminué. Une question encore une fois pour les startups. Vous avez mis l'emphase sur le fait que la procédure était très très longue, notamment Florent Sugon. Est-ce qu'il y a une façon de travailler un peu plus rapide pour les startups ou finalement ce n'est pas du tout pour les startups? La procédure en tant que telle, elle n'est pas très longue. C'est notre maturation, nous, en interne de projet qui a été longue, de se dire, est-ce que là, nous avons un sujet qui peut donner lieu à une thèse? Après, entre le moment où on s'est lancé, on a fait le recrutement de la personne en avril. La thèse a démarré le 1er octobre. Et on était en plein Covid. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Valérie, est-ce que tu as un mot de la fin? On t'entend pas, je crois que ton micro est coupé. Oui, c'est bon. Juste une petite remarque au niveau des startups. En fait, les startups, on va dire que c'est pas, enfin, je vais pas c'est pas différent par rapport à d'autres structures. En fait, hein.
on va les considérer de la même façon. Après, le seul conseil pour le dossier que je vous ferai, c'est vraiment rassurer les experts au niveau socio-économique. Voilà, ils vont regarder ce que je vous ai dit, hein, votre capacité financière. Donc, même si vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires, donc ils vont demander des bilans et des bilans annuels. Mais si vous n'avez pas encore ça, par exemple des levées de fonds, enfin, voilà, donnez tous les arguments qu'il faut pour vous dire, pour leur montrer en fait que vous avez la capacité à subvenir au projet. Donc c'est ça en fait qu'il faut anticiper en amont. Mais après, que vous soyez start-up ou pas start-up, il n'y a pas de différenciation en fait. Et puis le mot de la fin, bah, écoutez, moi, je ne peux qu'espérer que le dispositif CIFRE devienne un peu plus, on va dire, populaire au sein de l'industrie agroalimentaire, parce que connaissant relativement bien ce milieu-là, je pense vraiment qu'il y a plein de choses à faire et en plus, vous pouvez utiliser toutes les disciplines. Donc, c'est ce que j'essayais de vous montrer au travers de tous les sujets que je vous ai montrés. Il n'y a pas uniquement l'aliment. Bon, évidemment, l'aliment, il y a déjà plein de choses à faire parce qu'il y a plein de choses encore à montrer et à démontrer. Mais aussi, n'oubliez pas que ça peut être utilisé dans d'autres domaines qui peuvent intéresser et faire progresser votre entreprise. Voilà, je terminerai sur ce mot-là. Et je reste évidemment à votre disposition si vous avez des questions complémentaires, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, on va diffuser, on va faire un relais sur les réseaux pour le replay. Je voulais vous remercier pour le temps que vous avez consacré à partager votre expérience et à nous informer sur le dispositif, en espérant qu'il en ressorte quelque chose de positif. Merci vraiment à tous les deux, je sais que la période est chargée, donc merci aux témoins et Valérie, merci d'avoir initié ce webinaire. Merci aux participants aussi et du coup j'arrête l'enregistrement et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci pour cette présentation, bonne journée. Merci, au revoir.